vous êtes largement au-dessus de 100% en Grèce, vous êtes largement au-dessus de 100% au Portugal, et j'en passe et des meilleurs, vous êtes largement au-dessus de 100% aux États-Unis. Donc à partir de ce moment-là, ça vous plombe votre croissance. Vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé au Japon. Quand vous cassez ce seuil des 100%, alors je sais qu'il y a eu des polémiques avec certains économistes qui avaient donné ce seuil des 100%, peu importe, vous êtes dans un schéma où vous n'avez plus de croissance. Vous êtes entre 0 et 1% de croissance. Et entre 0 et 1% de croissance, il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne vous permet pas de faire diminuer le chômage. Ça ne vous permet pas de faire des résultats en croissance de 25%. Ça ne vous permet pas non plus de payer les intérêts des emprunts. Donc votre dette augmente tous les ans. Alors c'est très bien, on peut se foutre de la dette, comme tout le monde aujourd'hui. On se fout de la dette, de toute façon, on la remboursera pas. Alors, on peut s'emmerder avec un truc comme ça. Sauf que, il y a un moment où si la dette n'est pas payée, c'est vous tous qui allez prendre. Alors, vous avez de la dette partout. Vous avez de la dette dans vos Codévis, vous avez de la dette dans votre assurance vie, vous avez de la dette dans le PEL, vous avez de la dette partout. Donc, vous allez en prendre plein la gueule. Tu sais, la banque postale, la fameuse adossée à l'État, on se dit que ça pourrait être pas mal. Alors, la banque postale, ils ont changé de directeur des investissements il y a quelques années. Bonne idée, on va acheter de la dette grecque et de la dette espagnole parce qu'on a trop de cash. Tu sais, quand ils ont augmenté le taux de rémunération du livret A, tout le monde s'est jeté pour mettre de l'argent dessus. Et bien avec cet excédent de cash, étant donné qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils se sont dit allez, on va acheter du Portugal, de l'Espagne et de la Grèce. Bon, c'est un petit manque de bol, on va dire. Mettez-vous dans la tête que si vous voulez du rendement, tout le monde est capable de vous le faire. Vous voulez du 10%, je vous fais du 10%. Vous voulez du 7%, je vous fais du 7%. La seule chose que je vous demanderai au préalable, vous allez m'écrire une jolie petite lettre en me disant « Monsieur de la Marge, je vous décharge de toute responsabilité dans le maintien de mon capital. » Vous me signez la lettre, vous me la donnez, et là je vous fais ce que vous voulez comme on demande. D'accord ? Simplement, vous ne verrez pas en dessous, parce qu'à un moment, le Portugal, la Grèce, l'Espagne vont faire un défaut de paiement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mettez-vous ça bien dans la tête. Il n'y a pas 36 sorties possibles de là où on est. Il y a une sortie possible qui est le défaut de paiement. À ce moment-là, c'est pas de bol pour tous les gens qui ont de la dette. Et la deuxième sortie possible, c'est quoi? C'est la fuite en avant devant la monnaie, c'est-à-dire j'imprime, quels que soient les montants, et à ce moment-là, votre monnaie, à un moment, perd toute sa valeur. Alors vous avez 1 million d'euros sur votre compte, sauf que le 1 million d'euros, il vous paye un café au coin de la rue. Alors, bon après, je préfère mourir par le feu plutôt que par l'eau. Chacun son truc, hein, c'est pas un problème. La seule chose, c'est que malheureusement, au final, vous êtes ruiné. Donc, n'imaginez pas que ça puisse se passer autrement. Hein, je veux bien qu'on soit dans le déni, je veux bien qu'on croie au Père Noël. Enfin, je pense qu'on a tous dépassé l'âge d'y croire. Bon, il va peut-être en effet se passer quelque chose. On va peut-être en effet faire une découverte qui demain va nous apporter 6% de croissance et qu'on va rembourser nos dettes et que tout va bien se passer. Le gaz de schiste peut-être? Oui, le gaz de schiste, parlons-en, on va se marrer. Et donc, tout va bien se passer, sauf que c'est quand même un petit peu limite pour des grands garçons comme nous. Alors attends, j'ai quelqu'un qui me disait, il y a une solution pour redémarrer, c'est l'inflation. Le problème, monsieur, c'est que quand on envoie 85 milliards dans un système financier, eh bien non, parce qu'il n'y a pas d'inflation aux États-Unis. Et non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les 85 milliards, ils ne sont pas injectés dans l'économie réelle,
ils sont injectés dans un circuit fermé qui est aujourd'hui le système bancaire et des marchés. Donc, c'est les investisseurs qui... Non, vous savez, il y a eu une étude de la Banque d'Angleterre. C'est pas des petits, hein, normalement. Ils ont fait du quantitative easing. Ils ont balancé des centaines de milliards dans ce système et ils ont dit, s'il vous plaît, sortez-nous une étude pour nous dire si ça a impacté positivement les dépenses, s'il y a de l'inflation, etc. Zéro. Zéro. Je vais vous montrer quelque chose. L'exemple. Ça, j'ai pris ça à ma fille ce matin. C'est dans un jeu. Voilà, c'est des faux billets. C'est ce que fait Monsieur Bernard. Là, malheureusement, si vous allez chez Pozzi, qui n'est pas très très loin, si vous voulez vous acheter une Maserati avec ça, je pense que le gars va pas vous la vendre. D'accord? Non, ça va pas faire monter le CAC. Ça va faire monter le CAC pendant un petit moment. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'à un moment, vous allez vous pointer avec un billet comme ça, et là, on va vous dire, non monsieur, j'en veux pas, et c'est terminé. Oui, non mais, ça vous paraît drôle, sauf que ça va moins vous faire marrer quand ça va arriver. Donc, vous avez aujourd'hui, zéro vitesse de circulation de l'argent qui est mis. Pourquoi? Parce que l'argent qui est mis n'est pas mis pour vous, n'est pas mis dans l'économie, il est mis dans les banques pour faire mumu sur les indices. On est tout à fait d'accord. La seule chose, c'est qu'il y a un moment, à force de fabriquer des faux billets, il y a un moment où vous allez perdre confiance dans les billets. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne soit pas déjà le cas. Mais peu importe. Le jour où vous aurez perdu confiance dans les billets, ça va se passer très très vite. Et ce jour-là, c'est terminé. C'est-à-dire que vous avez en effet votre million sur votre compte qui vous sert à boire un café en bas de la rue. Je ne suis pas sûr que ça fasse marrer vraiment les gens. Voilà. Et bon, après, chacun a son humour, mais moi, ça ne me fait pas marrer. On va dire que s'il y avait un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, c'est celui-là. Parce que Olivier parle de la fin des monnaies, et moi je travaille dedans. Donc ça me fait un peu suer. Je suis un tantinet plus jeunot et j'aimerais bien quand même voilà, travailler encore quelques années. Mais sinon, on me demandait pourquoi ça n'arrive pas maintenant, là, tout de suite. C'est psychologique, c'est psychologique. Regardez à quel point c'est magnifique, le fameux graphique que tout le monde connaît, où on voit le marché boursier qui monte et où la personne se dit j'aurais dû acheter, et puis ça monte tout en haut, et puis ça s'effondre, et puis en bas elle ne pas, puis elle garde le fameux cycle avec vague d'extrême optimisme, d'extrême pessimisme. On a été pessimiste, on est reparti à la hausse, on a grimpé. J'aimerais un petit peu qu'on se rende compte que le CAC, avec réinvestissement des dividendes, a fait des nouveaux plus hauts historiques. Hein, faut se réveiller, regardez un petit peu les autres sous-jacents. Donc regardez le CAC, il est à 4002, ok. Sauf que le CAC et le DAX ne sont pas deux indices comparables. Le DAX, on le calcule avec le réinvestissement des dividendes. Le CAC avec réinvestissement de dividendes, il est à 6008 ou à 7002, enfin un truc, mais de malade. Alors ma question aujourd'hui, elle n'est pas de savoir s'il faut vendre du CAC ou pas. Ma question, c'est juste de vous faire réagir et de vous faire poser la question à vous-même. Alors que le CAC 40 est à 4200 points, non loin d'une zone de résistance de moyen-long terme, alors que le CAC 40 avec réinvestissement des dividendes vient de dépasser ses plus hauts historiques, est-ce que vous pensez que c'est le moment d'acheter? Voilà. Ou le moment de prendre des bénéfices. Et en fonction de la réponse que vous vous serez donnée, eh bien lundi, vous ferez l'ajustement nécessaire sur votre PEA ou vos actions. On vient de prendre 40% en ligne droite. On dit merci marché, on coupe ses pauses et on encaisse. Et on n'est pas là en mode oui, de toute façon, ça peut que monter. Moi, j'adore ça. J'adore les périodes d'extrême optimisme. J'adore quand on arrive cet été à 4070 points et que d'un coup on commence à me dire mais Nicolas, t'es vendeur, t'as rien compris. Et là, bam, 600 points dans le nez. Allez. Et derrière, on nous dit le quantitative easing va être maintenu, tout va bien, mais non, serrons les fesses. Et on remonte à 4002. Et à 4002, rebelote. On me dit, mais monsieur Chiron, pourquoi vous vendez?
je crois que vous avez la réponse et je crois qu'au fond de vous, vous le savez tous. Donc, moi, je voulais surtout que le but de cette conférence, elle mette les points sur les i et que vous posiez les bonnes questions. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon argent. Et moi, je vais compléter, je vais répondre à votre question. Vous me demandez pourquoi ça n'a pas déjà plongé. Votre patrimoine, il est en quoi? Il est en euros? L'ensemble de votre patrimoine, il est en euros là aujourd'hui? Il est diversifié. Il est en euros principalement? Vous avez la réponse à votre question. Vous avez... Parce qu'on est en France. Et alors, vous avez 100% de votre actif qui est sur un seul et même actif. Une devise, c'est un actif. C'est pas autre chose. Vous avez 100% aujourd'hui de votre actif qui est sur un seul actif. Non mais d'accord. Ben si, parce qu'il y a plein de gens comme vous qui pensent que l'euro, c'est pas un actif. C'est sa devise, c'est pas un actif. Et ben c'est un actif. Si demain vous venez me voir et vous me dites voilà j'ai 1 million d'euros et je vous dis monsieur, j'ai une bonne idée, on va mettre 1 million d'euros sur l'action Dexia. Vous allez me traiter de dingue. Eh ben vous faites la même chose. Donc vous êtes sur un seul et même actif. Et on ne peut pas dire quand même que l'euro soit en pleine forme. Hein, on ne peut pas dire que ce soit la devise qui n'ait absolument aucun problème, qui n'ait absolument aucun qui soit bien monté, qui ne risque pas d'éclater, qui ne risque pas de baisser. C'est pas vrai. Vous sentez bien quand même qu'il y a un petit souci sur l'euro. Comme il y a un petit souci sur le dollar, comme il y a un petit souci sur le yen. Or, malheureusement, vous êtes quand même à 100% dessus. Et ça ne vous dérange pas. Vous dormez bien le soir. Il y a juste un petit problème. Or, aujourd'hui, si ça ne pète pas, c'est parce que, justement, vous ne voyez pas le problème. Et que, malheureusement, le jour où les gens vont commencer à voir le problème et se dire « Ah, mais merde, je suis sur un seul et même actif, et l'actif en question, il va quand même pas super bien », et bien ce jour-là, c'est fini. Le problème des retournements de marché, c'est qu'on ne les attend pas, et quand ça arrive, ça va très vite. Non, mais l'économie ne marche pas depuis une dizaine d'années. Comment on n'a pas... L'économie ne marche pas depuis 10 ans, c'est énorme. Mais l'économie ne marche pas depuis 10 ans, et de l'autre côté, vous avez des banques centrales qui impriment depuis 10 ans à tour de bras pour essayer de repousser le problème. Elles ne règlent pas le problème, vous avez très très mal à la tête, on vous donne de l'aspirine, ça ne vous soigne pas, mais en attendant, vous n'avez pas les symptômes. Le seul problème, c'est qu'à un moment, l'aspirine, il n'y en aura plus. Et ce jour-là... C'est quoi? C'est les pays émergents? Non, on n'en sait rien, honnêtement, on n'en sait rien, personne n'en sait rien. On ne sait pas, c'est pas ça. On vous dit on ne le sait pas. On ne le sait pas quel sera le déclencheur. Tout ce que vous pouvez constater, c'est que tous les moteurs s'éteignent les uns après les autres. On vous avait dit la Chine, sauf que c'est pas la Chine. On vous avait dit les pays émergents, sauf que c'est pas les pays émergents. Pourquoi on est là encore? Pourquoi on est là encore? Pourquoi on était là jusqu'en 2007, alors que c'était évident que ça nous pendait au nez? Pourquoi est-ce qu'on avait Madame Lagourde qui était là en train de nous dire mais non, mais c'est pas parce qu'il y a quand même trois Afro-Américains qui vont pas rembourser leur maison que ça va planter quand même. Ah oui, mais sauf que ça a planté. Et sauf que ça s'est pas passé comme on avait dit. Mais ça a mis des mois et des mois. Pendant des mois, nous on était là en train de se dire mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais sauf que ça a fini par le faire. Et vous ne saurez jamais quel va être le détonateur pour le début de la crise. Vous ne le savez pas, personne ne le sait. Ça peut être quelque chose de totalement anodin, quelque chose qui n'aurait pas fait baisser 3 jours avant, et qui là, tout d'un coup, va faire paniquer tout le monde. Le plafond de la dette US. Ils nous ressortent le plafond de la dette US.